Super, Donc, moi, je te propose de te super. lancer. Bah écoutez, du coup, j'ai nommé cette conférence Comment faire la différence et être enfin compris de ses clients. Donc, on va essentiellement parler de positionnement et de messaging. Donc, on reviendra sur ces deux notions un petit peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est avant que je puisse me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Lucas. Je fais partie de la Chocolat Team, c'est-à-dire que j'ai grandi dans le sud-ouest, dans le Tarn. Et depuis, une dizaine d'années, je vis à Toulouse maintenant. On dit, même ici que j'ai un accent, donc si, pour vous je l'ai encore plus, c'est normal. Je trouve toujours marrant quand je me présente de dire que je suis un ex-influenceur LinkedIn. Il fut un temps où voilà, je faisais beaucoup, de posts sur LinkedIn. Je suis monté à 10 000 abonnés, j'ai fait quelques placements de produits, plusieurs millions de vues sur, la plateforme et cetera, comme vous les connaissez tous, les Juliette Cadeau, Valentine Soda et cetera. Et voilà, moi, je suis vraiment un marketing addict. Mon métier, c'est ma passion. Je pense, je dors, je mange marketing. Et mes proches, enfin ceux qui me connaissent, disent que je suis capable de rendre n'importe quelle idée sexy en moins de 24 heures, même les pires. En chiffres, voilà, j'ai 26 ans, je suis assez jeune, mais j'ai toutes mes dents. Plus de 10 millions de vues générées en ligne aujourd'hui, donc essentiellement sur LinkedIn et sur quelques autres réseaux sociaux, notamment pour mes clients sur du TikTok, etc. Ça fait 2 ans que je suis à mon compte, j'ai déjà travaillé avec plus de 35 clients, dont des boîtes comme Continental, la dernière startup du fondateur d'EasyJet qui s'appelle Easy Virtual Tour en France, ou le vice-président d'Avas Paris sur toute sa strate de personal branding. Et j'ai plus de 99 idées à la minute, et même parfois un peu trop, donc c'est un de mes problèmes business. Enfin bref. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les SaaS. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un SaaS, ce sont tout ce que vous voyez, les Wallaxy, les Conto, etc. En fait, tous les logiciels à abonnement que vous payez en ligne, les Canva, etc. Les startups et les PME B2B à structurer du coup leur discours marketing pour accélérer leur product market fit. Le product market fit, c'est quand vous savez que vous avez trouvé votre bonne cible avec le bon discours et qu'en fait les ventes elles découlent toutes seules, peu importe le canal. Donc en gros, mon métier c'est simple, j'aide tout simplement les boîtes à répondre à 4 questions, c'est qui, quoi, pour faire quoi et comment. Donc plan du jour aujourd'hui, on va faire 5 petites parties, une petite introduction au product marketing, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi vous en avez besoin, peu importe votre business. Comment trouver son positionnement ou comment rendre son offre unique dans l'esprit de ses prospects, structurer un discours ensuite qui est clair et convaincant, trouver quels sont les bons éléments à mettre en avant, à quel moment, comment le faire, comment structurer son premier sales deck avec la méthode d'April Dunford, l'outil indispensable pour vendre à tous les coups, et ensuite on partira un peu sur des questions-réponses. 3 petites règles, on est là pour passer un bon moment, déjà, ça c'est la première règle, il n'y a pas de pression. 2, coupez-moi la parole pour poser vos questions si vous en avez. Vraiment, on n'est pas nombreux, donc c'est cool, ça peut être une discussion. Vous pouvez poser vos questions un maximum et en profiter. Et 3, j'ai essayé de vulgariser au max. Donc il y a des petites notions où ben, peut-être vous ne savez pas la définition exacte que vous avez déjà entendu parler, mais voilà, le but c'est que tout le monde comprenne et qu'on ne rentre pas dans quelque chose de trop technique. Rapidement, donc le product marketing, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est l'ensemble des stratégies qui vont viser à positionner un produit sur le marché. En gros, on va définir donc son message, comment on en parle, quels sont ses bénéfices. Et le but, c'est faciliter finalement la compréhension et l'adoption par les clients. Concrètement, c'est faire le lien entre votre produit ou votre service et le marché. Dans le but, ben, tout simplement, de faire en sorte que ben, vous, si vous êtes tout seul et que vous êtes votre propre équipe de vente ou que vous avez des équipes de vente dans votre entreprise, puissiez maximiser finalement l'adoption de votre solution. Il y a 4 éléments clés dans le product marketing. La première, donc, ça va être le positionnement. Comment me différencier pour prendre ma place dans un marché qui est souvent saturé? Il y a peut-être des petites fautes d'orthographe, c'est pas grave, faites pas attention. Hem, le messaging, à qui je parle et quels sont finalement les éléments clés de mon discours, marketing que je vais mettre en avant? Parce que des fois les offres, elles sont complexes, donc faut, ben, on est un peu obligé de réduire tout ce qu'on va dire, même si on a un produit qui est super développé. Et le copywriting, ben, comment on va rédiger finalement ces éléments de manière concise et impactante pour mon prospect. Ça, c'est les 3 choses qu'on va voir aujourd'hui. Il y a une quatrième dimension qui est le sales enablement, c'est comment donc faire le pont entre les équipes sales et les équipes marketing pour qu'elles soient alignées et qu'à la fin, on puisse avoir ben, un discours qui est le même sur peu importe le client qu'on a en face et peu importe le service surtout qui va en parler.
La différence entre product marketing et le branding, parce que souvent en France, en fait, le product marketing, c'est une discipline qui est assez récente, on en reparlera tout à l'heure, mais donc on a tendance un peu à la confondre avec du branding. L'objectif du product marketing, c'est vraiment de mettre en valeur les fonctionnalités et les bénéfices d'un produit spécifique dans le but de maximiser les ventes. Là où le branding, on va vraiment créer l'identité et la perception globale qui se veut être généralement positive et mémorable pour l'entreprise ou la marque. Dans le product, on va être une approche qui est centrée sur vraiment le positionnement du produit, le message et la conversion avec une facilitation finalement des ventes. Dans le branding, on va s'axer plutôt sur les valeurs, sur l'émotion, sur l'identité de la marque en long terme. En gros, le product marketing, on vous aide à répondre aux questions pour qui, à quoi et comment ça sert. Et un branding, on vous aide à répondre à la question pourquoi vous le faites, souvent. Donc, ça va être vraiment le travail des valeurs, etc. Le product, c'est une compétence qui est de plus en plus plébiscitée, mais essentiellement dans les grandes entreprises aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire en France, au moins les entreprises qui ont de plus de 100 salariés. Donc, elles vont avoir tendance à internaliser cette compétence. Avant, on va être sur de l'externalisation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, aujourd'hui, cette dimension product, elle va être intégrée à de plus en plus d'entreprises, de plus en plus petites. Il y a vraiment des grosses communautés de product marketers dans le monde entier, donc tous les pays anglophones, et ça commence à peine à pénétrer le marché en France. Donc on va vraiment retrouver des product marketing dans des scale-up qui ont déjà plus de 100 salariés, 500 salariés, ou dans des grosses boîtes qui vont avoir déjà plusieurs produits à marketer. Les problématiques auxquelles vient répondre le product marketing aujourd'hui, c'est si vos prospects ne comprennent pas exactement ce que vous faites, ou alors qu'il faut leur expliquer longtemps, qu'ils ont toujours des questions après vos entretiens de vente, ou qu'ils ont toujours des questions après avoir visité votre site internet. 2, ils comprennent, mais ils ne savent pas pourquoi choisir vous plutôt que vos concurrents. Donc, il y a vraiment une notion de différenciation. 3, vous avez un produit, vous pouvez le vendre à plusieurs cibles, mais vous ne savez pas laquelle prioriser, vous êtes tout seul, vous avez une petite équipe et du coup, vos ressources sont limitées, il vous faut faire un choix, comment on fait? 4, c'est si vous avez plusieurs parties prenantes, dont notamment le département marketing, le département sales, qui vont avoir un discours différent dans votre entreprise pour présenter un même produit. Et 5, c'est si vous avez plusieurs produits et vous avez du mal à tout expliquer de manière simple. Donc ça, c'est vraiment les 5 problématiques auxquelles va répondre la fonction de product marketing. Pourquoi tout le monde, même si aujourd'hui c'est surtout les grosses boîtes, pourquoi tout le monde a besoin de product, même si vous êtes tout seul? Aujourd'hui, on le voit dans ce sommet, il y a plein de boîtes qui font du mailing, qui font de l'Ads, du TikTok, du LinkedIn, de l'Instagram, de la prospection physique, téléphonique, etc. Bref, aujourd'hui en B2B, c'est facile de choper un numéro de téléphone, c'est facile de choper une adresse email, c'est facile de vous cibler. Et donc, les prospects, ils sont sursollicités. Et c'est déjà des prospects qui sont occupés beaucoup par leur travail, donc qui n'ont pas forcément le temps. Aujourd'hui, donc on est entre 4 à 10 000 publicités par jour. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui font de plus en plus de publicités. Parmi vous, il y a sûrement beaucoup d'auto-entrepreneurs, de solopreneurs, de dirigeants de boîtes qui avaient déjà fait de la publicité. Et donc, les gens n'ont plus le temps. Le problème, c'est que plus donc il y a de stimuli, de publicité, plus la courbe d'attention, le temps que les personnes ont accordé à vos publicités et à votre message marketing est faible. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où la publicité est présente et donc les gens, finalement, n'ont plus le temps disponible pour essayer de comprendre ce que vous faites. Ça doit être, instantanément clair dans l'esprit de vos clients. En un clic, en une phrase, en 5 secondes, ils doivent être capables de comprendre qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Donc voilà, donc le but, c'est ce que je disais juste avant, donc ils n'ont plus le temps d'essayer de comprendre ce que vous faites, donc ils doivent être capables de saisir instantanément votre valeur ajoutée pour leur cas personnel à eux. Donc là, je vous ai mis un petit schéma de Pierre Rubel que vous connaissez peut-être, qui est une personne qui parle beaucoup de marketing sur LinkedIn, qui est très fort. Aujourd'hui, le product, tout ce qui concerne le product, ce sont les fondations de votre marketing. Tout ce que vous allez créer par la suite repose sur ça. Ça repose sur l'audience que vous allez cibler, votre offre, votre positionnement, votre proposition de valeur et la façon que vous allez avoir de l'amener, donc le messaging, et aussi votre marque. Mais bon, ça, c'est pas ce que moi je vais traiter aujourd'hui.
Tout ce que vous allez construire par-dessus, ça va être vos funnels d'acquisition, vos stratégies, les KPI que vous allez mesurer. Est-ce que vous faites du LinkedIn, du TikTok, de l'Instagram? Comment vous allez communiquer? Tout va reposer finalement sur ces fondations-là. Donc c'est super important, c'est la première chose à travailler lorsque vous avez un business, c'est: «OK, à qui je parle? Quelle est mon offre? Comment je me positionne par rapport à mes concurrents et quelle est ma proposition de valeur?» Sinon, bah, tout ce que vous allez construire par-dessus, donc ça s'effondre. Donc c'est vraiment la base. Moi, j'interviens vraiment sur des aspects qui sont à la base du marketing. Voilà. Tu dois donc te former ou investir dans le product marketing si, bah, 1, tu veux être compris, tu veux que les gens comprennent parfaitement ce que tu fais et comment tu le fais. 2, tu veux être choisi, tu veux que tes prospects te choisissent toi et tes services plutôt que ceux des concurrents. 3, tu veux faire les bons choix, c'est-à-dire que tu as plusieurs segments cibles, mais tu ne sais pas vraiment comment les prioriser. Et surtout aussi, si tu veux investir par la suite dans ton marketing, dans des ads, dans du SEO, inbound, outbound, ce que vous voulez, lead nurturing, et que du coup, tu as besoin de bases qui sont solides. Là, je vous propose de rentrer directement dans comment on va pouvoir trouver ce fameux positionnement dont je vous parle de tout à l'heure. Vous allez voir, je vous ai concocté plusieurs, on va suivre des méthodes et des exemples concrets. Donc l'introduction au concept des positionnements, alors on l'apprend dans toutes les écoles de commerce, c'est vraiment la base du marketing et pourtant beaucoup d'entreprises l'oublient. Le positionnement, c'est simplement le fait de réussir à placer, ton entreprise comme une marque ou un produit, dans un petit espace du cerveau de vos clients. C'est simple, ils ont un besoin, il faut qu'ils pensent à vous. Le but, c'est de créer une perception claire et différenciée sur un marché donc qui va être concurrentiel. Si vous êtes tout seul à faire ce que vous faites, le positionnement est moins important. Par exemple ici, donc pour vous illustrer avec un exemple concret, on a un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais cet ordinateur-là, en fonction de qui vous êtes et comment vous voulez le vendre, vous allez avoir un positionnement qui va pas forcément être le même. Petit exemple. Un exemple de positionnement. Aujourd'hui, on apprend 3 marques d'ordinateurs: Apple, HP, Alienware. Sur le marché des ordinateurs portables, ils vont tous avoir un positionnement qui est précis. Apple, donc aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, mais au début, surtout avec ses MacBook Pro, se positionne sur les ordinateurs professionnels. HP sur l'ordinateur familial qu'on va utiliser une fois par semaine pour aller consulter l'appli de sa banque. Et Alienware sur les ordinateurs gaming. 3 questions du positionnement et comment en fait ça se fait, c'est: qui est ma cible? Donc à qui je parle et quelles sont ses caractéristiques? Quel problème je résous? Donc là, on va parler de cas d'usage. Quels sont les cas d'usage principaux de mon service ou de mon produit et comment je me différencie? Comment je fais pour que cette différence, elle soit marquée entre moi et mes concurrents? Si vous regardez, c'est un peu les 3 questions auxquelles vont répondre, Apple, HP et Alienware. La cible, Apple va se diriger vers les cas dynamiques qui ont un cas d'usage particulier, donc ils vont utiliser de manière intense leur ordinateur, plus de 8 heures par jour. Et donc, ils vont tout miser leur différence sur l'expérience utilisateur. HP, lui, va cibler par exemple plutôt la maman au foyer, qui va avoir donc besoin d'un ordinateur pour le quotidien, pour faire ses comptes, ses petits tableaux Excel, pour écrire ses lettres, ses recommandés, etc. Et ils vont se différencier sur le prix. Vous allez avoir des ordinateurs qui ne vont pas être puissants, mais qui vont être abordables. Alienware, on est sur une gamme gaming, donc sa cible, c'est les adolescents. Ils vont jouer à des jeux gourmands en énergie, et en ressources. Et donc, leur différence, c'est de créer des ordinateurs qui vont être ultra puissants. Donc, au final, on se rend compte qu'ils vendent le même produit, un ordinateur. Tu peux jouer à des jeux sur un ordinateur HP aussi bien qu'un ordi Alienware, mais le positionnement est différent, ce qui fait que dans la tête du client, si je veux un ordinateur gaming, je vais avoir plus tendance à me diriger vers un ordi Alienware. Si je veux être confortable dans mon utilisation au travail, je vais avoir tendance à aller vers un ordinateur Apple, et même s'il est plus cher. Cet impact sur le positionnement, il va se ressentir partout. À la fois sur le design, donc par exemple, si on se met sur des cadres dynamiques, on va avoir quelque chose donc dans le produit qui va être, épuré. Dans les partenariats que vous allez pouvoir tisser, par exemple ici Alienware qui tisse un partenariat avec Call of Duty. Dans la manière
et les canaux de distribution. Si vous allez chez Darty, par exemple, vous allez retrouver beaucoup de PC HP et moins de PC Apple. Ils peuvent les avoir, mais ils vont pas les avoir en rayon. Pourquoi? Parce que chez Darty, c'est souvent justement la mère au foyer, etc., qui va venir le chercher. Le wording, donc voilà, ici MacBook Pro, super puissance pour les pros, du coup, on sait à qui il s'adresse. L'offre, le fait de créer un pack famille avec un ordinateur HP. Enfin bref, votre positionnement, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que peu importe l'aspect de votre marketing, il va l'impacter derrière. Donc c'est hyper important de le travailler. Maintenant, moi, je vais vous parler essentiellement du positionnement en B2B parce que en B2C, hop, en B2C, pardon, c'est il y a beaucoup plus de typologies de positionnement. En B2B, se positionner, c'est vous avez moins en fait d'axes pour le faire. Donc et puis c'est ma spécialité à moi, donc on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Donc deux types de positionnement. La première chose, c'est le positionnement sur la catégorie de produit. Par exemple, un ordinateur. Ça, c'est le positionnement que vous devez choisir si ce que tu vends est déjà connu, reconnu et que tu penses que tu es meilleur que tes concurrents. Par exemple, un ordinateur, tout le monde sait ce que c'est. Donc, on va se positionner sur la catégorie de produits et la différence. Donc, je vends un ordinateur pour les pros, je vends un ordinateur pour les gamers ou je vends un ordinateur pour les familles. Mais je vends des ordinateurs. Par exemple, là, je vous ai pris deux concurrents, donc Framer et Webflow. Aujourd'hui, c'est les deux builders qui sont vraiment à la mode. Donc, il y a WordPress qui est en plus, mais qui est un peu moins à la mode, mais qui marche très bien. Mais Framer et Webflow, on en a de plus en plus parlé. Eux, ils se positionnent comme tous les deux des web builders. Donc, vous pouvez le voir ici en violet, The Web Builder for Name Sites ou More Than a Website Builder. Donc, vous arrivez sur le site, vous comprenez exactement ce que c'est. Ça va vous aider à créer des sites web. Par contre, la différenciation, ils la font sur le cas d'usage. Donc, Primer va se positionner sur des gens qui attachent beaucoup d'importance au design de leur site web. Ils veulent un beau site. Alors que Webflow prend le pied inverse. Eux, ils veulent se positionner sur un site qui va être facile à utiliser, performant et qui ne fait justement pas être que joli. Pourquoi, du coup, ne pas vouloir à tout prix inventer sa propre catégorie de produits? Aujourd'hui, c'est une erreur qui est commise par beaucoup de gens en B2B, c'est qu'on se dit: «OK, il faut que je me différencie et du coup, je vais essayer d'inventer mon propre produit, et du coup, je vais lui donner un nom un peu tarabiscoté». C'est une erreur parce qu'en fait, vous ne profitez pas de l'effet d'encre psychologique. L'effet d'encre psychologique, ça permet à vos clients de comprendre très rapidement ce que vous faites, ce que vous êtes, en les rattachant à quelque chose qu'ils connaissent. Petit exemple. Je ne vends pas un hypercalculateur numérique intelligent, je vends un ordinateur. Même si mon produit est mieux, est plus performant, est capable de faire beaucoup plus de calculs, en fait, aujourd'hui, personne va aller chercher un hypercalculateur numérique intelligent. Donc en gros, les gens ont besoin finalement de raccrocher votre produit à quelque chose qu'ils connaissent pour les rassurer, même si vous êtes un petit peu différent. Tout simplement, je vous le montre, hein, un ordinateur, depuis des années, tout le monde en cherche. Sur Google, par contre, un hypercalculateur numérique, personne ne le cherche. Même si votre ordinateur est beaucoup plus puissant, vous restez un ordinateur, donc c'est important de se ranger dans la catégorie de produits des ordinateurs pour tout simplement faire en sorte que les personnes comprennent ce que vous faites. Quelques axes de différenciation sur le produit. Alors beaucoup souvent parlent du prix, mais c'est pas du tout le seul moyen de se différencier aujourd'hui. C'est pas parce que vous êtes moins cher que, on va vous acheter, c'est pas parce que vous êtes plus cher que l'on va vous acheter, également. Il y a aussi, la qualité. Est-ce que vous êtes le plus robuste, le plus rapide, le plus efficace, le plus poussé? La rapidité de livraison. Est-ce que vous êtes capable de livrer ou de déployer une solution en moins de 24 heures alors que vos concurrents en sont incapables? Vos valeurs et vos engagements. Est-ce que vous êtes plutôt écolo, le plus responsable, le plus engagé? Comment vous répartissez vos bénéfices? La sécurité. Si vous ne rigolez pas avec la sécurité des données ou des personnes, si vous êtes RGPD compliant par exemple. Votre preuve sociale. Est-ce que vous êtes le plus utilisé, le plus plébiscité, le plus célèbre? Les spécificités de l'offre. Est-ce que votre offre, il y a un aspect unique qui est dedans? Est-ce que vous la retrouvez nulle part ailleurs? Qu'est-ce que vous faites en plus que ne font pas vos concurrents? Vos fonctionnalités, donc ça c'est surtout pour les SaaS. Est-ce que vous avez une fonctionnalité particulière que tous vos concurrents vous envient, que vous êtes le seul à posséder?
Ou votre marque, est-ce qu'elle est plus sexy, mieux storytellée, plus connue? Exemple, je veux un ordinateur, je pourrais me positionner comme un ordinateur plus beau, plus puissant, plus rapide, moins cher, moins polluant, plus solide, plus sécurisé, plus customisable, plus fonctionnel, moins lourd, plus silencieux, etc. Chacun pouvant correspondre finalement à des besoins d'un certain segment de marché. Plus votre marché est mature, plus votre produit évolue, plus vous commencez à être connu et plus vous pouvez vous diriger vers ce type de positionnement. Parce que souvent, avec le temps, les produits finissent par converger. Aujourd'hui, par exemple, les CRM, la plupart, bien qu'ils s'adressent à des cibles différentes, vont avoir les mêmes fonctionnalités. Parce qu'en fait, l'innovation, au début, elle est très rapide et puis petit à petit, elle ralentit. Les gens commencent à connaître de plus en plus le principe et donc vous allez pouvoir vous diriger vers ce type de positionnement-là et chercher finalement des positionnements qui vont se différencier sur, le produit. Le deuxième type de positionnement, c'est vraiment le positionnement sur le cas d'usage. Le cas d'usage plus différenciateur, c'est si c'est ce que tu vends est le meilleur outil pour répondre à une problématique qui est spécifique. Tout à l'heure, on était sur une problématique qui était assez large, assez globale. Là, vraiment, si en fait ton produit ne peut pas être rattaché à une catégorie de produits ou de services qui existent. Souvent, ça va être les startups, par exemple. Startups, les freelances, tous ceux qui vont innover. Par exemple, c'est une cible. Donc moi, en fait, vous allez voir, on va suivre l'exemple de comment moi je market mon service à moi. Comme ça, vous allez comprendre comment moi j'ai rédigé tout mon message. Comme je ne peux pas trop vous le faire avec ceux de mes clients, euh, on va suivre au monde. Donc moi, par exemple, j'ai une cible, c'est les SaaS et les startups tech B2B, avec un cas d'usage spécifique qui souhaitent trouver leur product market fit grâce à une solution en refaisant en refaisant la page d'accueil du site ou en refaisant leur sales. Tout faire, c'est ne rien faire. Et ça, c'est souvent donc ce que je conseille de commencer par répondre à un cas d'usage. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc juste exemple Fletch. Fletch, c'est en gros, c'est mes équivalents aux États-Unis en 1000 fois plus connus. Donc c'est eux qui font tout ça. Et d'ailleurs, la méthode que je vous présentais tout à l'heure, c'est eux qui l'ont structurée. Eux, leur business, c'est d'écrire les pages d'accueil des SaaS et des startups B2B. Donc en gros, c'est un cas d'usage qui est très précis et sur lequel ils vont pouvoir se différencier. Définir son premier segment de marché. Le but, c'est de trouver déjà à qui parler en premier lorsqu'on a ce cas d'usage-là. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un segment de marché? Donc on l'a vu tout à l'heure, un segment de marché, c'est un groupe d'entreprises ou de professionnels qui vont avoir des caractéristiques, des besoins ou des enjeux communs. Par exemple, un segment de marché, ça va être le marché des ordinateurs portables. Sachant que c'est déjà un segment de marché. Donc le marché des ordinateurs, c'est ce qu'on appelle le total addressable market. Donc c'est si vous vendez un ordinateur portable, vous pouvez, en fait, c'est la globalité de votre marché. En fait, vous pouvez vous adresser à un marché qui est immense. Dans ce marché, il va y avoir des sous-segments. Le premier sous-segment, c'est le marché des ordinateurs portables. Déjà, c'est plus intéressant pour vous, si vous vendez des ordinateurs portables, de vous adresser à ce marché-là. Parce que du coup, vous réduisez le scope, vous réduisez probablement effectivement le nombre de ventes possibles, parce que vous passez par exemple de 1 milliard de ventes possibles à 500 millions, mais par contre, vous répondez à des usages qui sont plus précis, c'est-à-dire pouvoir déplacer son ordinateur vers partout, pouvoir l'utiliser partout. Mais parmi le marché des ordinateurs portables, on l'a vu, il y a d'autres segments. Le segment, par exemple, des marchés d'ordinateurs professionnels. Le Serviceable Obtainable Market. Si je suis Apple ou Dell, c'est là que je vais me tourner. Et même au sein de ce segment, on va avoir d'autres sous-segments de marché. Donc en fait, finalement, le segment de marché, c'est réussir à avoir une cible qui est assez précise pour répondre à un usage. Par exemple, dans le marché des ordinateurs portables professionnels, vous allez avoir Apple qui va être fait plus pour les designers, les métiers créatifs, les graphistes, etc. Et Dell qui va être beaucoup plus plébiscité par les développeurs parce que c'est un Microsoft et que vous pouvez beaucoup plus le personnaliser, alors que Apple est un système assez fermé. Donc il faut identifier votre serviceable, obtainable market, c'est-à-dire quel est le marché finalement que vous, si vous êtes tout seul, vous avez une petite équipe, vous pouvez commencer à conquérir. L'ordre de développement idéal, c'est donc d'aller de plus en plus vers de l'élargissement. C'est-à-dire qu'on commence par un petit segment de marché et ensuite on ouvre à d'autres segments et on essaye de conquérir d'autres. Par exemple, Apple. Tout d'abord, je commence par créer un ordi portable pensé
pour les designers. Ensuite, je crée un ordi portable qui va être pensé pour les professionnels dans leur ensemble. Et ensuite, je crée un ordi portable pour tout le monde. Et j'essaie de vendre à tout le monde, tout simplement. Et plus le temps passe, plus vous allez pouvoir élargir finalement votre scope et aller conquérir de nouvelles parts de marché. Pourquoi se focus sur un seul segment du point de vue de votre entreprise? Déjà, si vous êtes une petite entreprise, vous avez aussi de petites ressources, que ce soit financières ou humaines, donc toujours de l'argent ou du temps. C'est toujours les deux gros challenges des entreprises aujourd'hui. Si vous avez un produit, une cible, un channel et enfin un canal d'acquisition et une tactique, par exemple, poster de manière, quotidienne, vous allez, pouvoir rationaliser vos ressources. Vous savez que vous les mettez tout au même endroit et du coup, vous allez pouvoir rationaliser tout ça. Par contre, si vous commencez à avoir une persona, 2 personas, 3 personas ou des segments de marché, du coup, les canaux d'acquisition vont pas être forcément les mêmes, les discours ne vont pas être forcément les mêmes. Les budgets vont être du coup, si vous avez 1 000 € à mettre, au lieu de mettre 1 000 € sur une cible, vous allez en mettre 300 partout, ce qui est pas efficient en termes souvent de marketing et finalement, vous allez manquer de temps, manquer d'argent et vous allez pas réussir à vous cibler sur vraiment quelque chose, de précis. Ce qui fait que, vous allez tout simplement, d'un point de vue business, ne pas être efficient. Et du point de vue de votre cible, parce qu'elle sera plus à même d'acheter quelque chose qui est fait selon ses besoins. Par exemple, si je suis un designer et que vous me vendez un ordi portable à 650 €, vous venez, vous me dites: «Je vous vends un ordi portable à 650 €». Moi, je vais avoir tendance à comparer avec tous les autres produits sur le rapport qualité-prix. Je vais pas forcément me sentir concerné également par ce produit-là ou je vais regarder que le rapport qualité-prix. Par contre, si je suis un designer et que vous venez me vendre un ordinateur portable qui va être pensé pour fluidifier mon expérience de travail de designer et simplifier le partage et la collaboration avec mes clients à 850 €, bien qu'il soit 200 € plus cher, je vais déjà comparer qu'avec des autres produits dans la même catégorie, donc des ordinateurs qui vont être pensés pour mon usage personnel. Je vais me sentir aussi directement concerné par le produit. J'ai l'impression que ce produit, il est fait pour moi et il est fait penser autour de mes problématiques et je serai aussi prêt à mettre plus d'argent pour avoir finalement un produit qui correspond mieux à mes besoins. Donc, la petite définition d'un segment de marché en B2C et en B2B, un segment de marché en B2B est beaucoup plus simple qu'un segment de marché en B2C. Souvent, les personas en B2C, on va aller sur des caractéristiques socio-démographiques. L'âge, le sexe, le niveau d'éducation, le revenu, etc., etc. On va vraiment essayer de rentrer dans le détail et de comprendre la psychologie du client. En B2B, beaucoup appliquent ces méthodes-là. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce qu'en fait, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Pour moi, un segment de marché, un B2B, il est caractérisé que par 3 choses. C'est-à-dire le département cible ou la personne que vous allez avoir de manière générale, dans quelle entreprise elle travaille et surtout pour quel cas d'usage. Aujourd'hui, moi, par exemple, je cible les CEO de startups B2B early stage qui se demandent comment se faire mieux comprendre de leurs clients parce que leur technologie est assez tech et qu'ils comprennent pas trop, enfin, qu'ils savent pas trop en parler parce que c'est pas leur métier. Mais donc, ils n'ont pas les compétences en interne pour y arriver. Donc ça, c'est le problème au cas d'usage. Pourquoi? Tout simplement, il y a une raison de cette différence-là, c'est parce qu'en fait, en B2C, on va beaucoup, beaucoup marcher sur les émotions. C'est-à-dire qu'un client, il adore, il achète. Heu, ça s'applique par exemple aussi souvent à un solopreneur. En fait, plus la taille de l'entreprise va être petite, plus la taille des entreprises de vos cibles va être petite, plus on va avoir tendance à se rapprocher d'une manière de penser B2C. Par contre, plus, la taille grandit en B2B, plus les émotions sont tempérées. Parce qu'en fait, vous allez parler à, votre cible qui est un manager, lui, il va adorer le produit et puis ensuite, il va en parler aux influenceurs internes. Les influenceurs internes, c'est-à-dire son directeur financier, son directeur technique qui va lui dire: «Ah, ça coûte trop cher» ou «Ah, c'est trop difficile à déployer». Puis ensuite, il va aller en parler aux utilisateurs, c'est-à-dire que lui, il voulait déployer ça pour son équipe, mais les utilisateurs, ils disent: «Bof, finalement, moi, je l'utiliserai pas trop». Donc et ces influenceurs-là, ensuite, vont du coup, finalement, tempérer les émotions de la personne. Ce qui fait que votre client manager, il va vous dire quand vous allez
présenter « Oh, j'adore, c'est trop génial » et puis 3 semaines après, il va revenir vers vous en disant : « Bah, finalement, après réflexion, c'est, pas, enfin, je décline votre proposition ». Bah, tout simplement parce que donc ces émotions auraient été tempérées et parce que, on peut pas appliquer à un seul client les mêmes, caractéristiques qu'en B2C. Donc c'est pour ça qu'il faut juste répondre à un besoin, et un cas d'usage. Donc généralement, les étapes, comment ça se passe? C'est que vous faites des hypothèses générales sur ce que vous pouvez faire avec vos services. Moi, aujourd'hui, avec mon service, je peux aider les entreprises à se faire mieux comprendre de leurs clients. Je peux les aider à se différencier de leurs concurrents. Je peux les aider à trouver la cible idéale. Donc voilà, tout ça, c'est ce que je peux faire aujourd'hui pour mes clients. L'étape 2, c'est de faire des hypothèses, du coup, générales sur les entreprises que vous pouvez aider avec vos services. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je peux aider les startups B2B early stage. Pourquoi? Parce que, elles viennent de se lancer, qu'elles n'ont pas encore internalisé la compétence marketing, que, elles sont souvent sur des produits tech. Je pense que je peux aussi aider les PME B2B en quête de croissance, parce que, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'elles sont sur leur marché, mais qu'elles ont eu du mal à se moderniser, qu'aujourd'hui, elles veulent vraiment un peu, remettre un peu de sens dans tout ça. Elles sont sur des méthodes trop traditionnelles. Ou je peux aider les scale-up internationales parce qu'elles développent beaucoup de produits, qu'elles ont donc beaucoup de cibles et cetera. Donc une fois que j'ai fait mes hypothèses sur les cas d'usage et sur les cibles, il va falloir que je m'assure que ce problème-là, il respecte 6 critères. Les 3 premiers critères, c'est qu'il soit douloureux, urgent et reconnu. C'est-à-dire que la personne au quotidien se rend compte que le problème que vous résolvez est un vrai problème. Euh, qu'il soit urgent, qu'elle ait vraiment besoin aujourd'hui, que ce soit une urgence pour elle de le résoudre, et qu'il soit reconnu, c'est-à-dire que les gens comprennent finalement que ce problème-là est un problème. Parce que des fois, ils ont des problèmes, ils en souffrent, mais ils sont dans le déni, en fait, tout simplement. Donc si les gens ne reconnaissent pas le problème, s'ils sont dans le déni qu'il y a un problème, ils ne vont pas acheter votre solution. Et surtout, il y a aussi quelque chose qui est vrai, c'est qu'il faut qu'ils aient envie de le régler, ce problème-là. Par exemple, la dernière fois, j'étais allé à un pitch de startup et la startup permettait de créer de faire en sorte que les salariés notent anonymement leur manager et qu'elles puissent se mettre des notes, etc. là-dessus. En fait, la plupart des boîtes n'ont pas envie de régler ce problème-là parce que ça va créer des problématiques internes RH. Et donc, elles vont elles vont fermer les yeux, en fait. Oui, il y a des problèmes entre nos managers, alors on va former, on va essayer d'écouter, etc. Par contre, recueillir des témoignages de gens qui critiquent les managers, ça va être compliqué parce qu'ensuite, pour recréer la confiance, etc., ça va prendre du temps. Donc, il faut vraiment que les gens aient envie, finalement, de résoudre ce problème-là. Et encore mieux, s'ils sont déjà en train d'essayer de le résoudre. S'ils ont déjà essayé de passer, par exemple, par des alternatives. Donc, on va le voir tout à l'heure. S'ils ont déjà essayé de résoudre ce problème en interne, mais qu'ils n'y sont pas arrivés, c'est génial pour vous, parce que vous êtes une solution pour ça. Donc, une fois que vous avez fait ces hypothèses-là, vous pouvez les mapper. Les mapper, c'est-à-dire que, voilà, donc je fais une petite matrice. Donc, aujourd'hui, j'ai mes startups B2B early stage, j'ai mes PME B2B qui veulent se moderniser. Elles ont donc les cas d'usage. Pourquoi elles veulent faire ça? Elles veulent se différencier des concurrents ou elles n'arrivent pas à se faire comprendre des clients. Et je vais mettre des notes. Des notes sur la douleur. Est-ce que c'est vraiment douloureux pour eux? Des notes sur la facilité de vente. Est-ce que c'est facile de leur vendre? Et des notes sur la facilité de déploiement et de mise en place. Pourquoi? Par exemple, si je veux me différencier, si je cible les startups B2B early stage qui veulent se différencier des concurrents. La douleur, elle est faible parce que souvent, les startups, c'est très innovant, donc elles sont sur quelque chose qui est à peu près unique. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence. Ou alors, c'est des alternatives. La facilité de vente, c'est facile parce que c'est des petites structures, il n'y a pas beaucoup de prise de décision qui est mise en place. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'obstacles à la prise de décision. On est en direct avec le CEO. En plus, je suis sur des tarifs qui sont abordables, donc elles n'ont pas beaucoup de budget, mais elles ont les BPI, etc. Elles élèvent des fonds, etc. Donc, elles ont du budget. La facilité de mise en place, c'est aussi facile. Par contre, chez les PME B2B qui veulent se différencier des concurrents, la douleur, elle est plus élevée parce qu'elles sont sur des marchés qui sont plus matures, souvent. Et donc, il va y avoir plus de concurrence et elles se demandent comment réussir à faire pour se différencier des concurrents.
Par contre, la facilité de vente va être beaucoup plus dure. Pourquoi? Parce que déjà, des fois, le problème, il n'est pas toujours urgent, douloureux et reconnu. Elles ont des problématiques qui sont plus pressantes, notamment par exemple le management, les RH, gérer la production, etc. Et puis, c'est plus dur d'aller jusqu'au CEO, donc je vais avoir des intermédiaires avant la personne qui prenne la décision. Et ça va être plus dur aussi de mettre en place parce que va falloir peut-être bouger un petit peu plus la structure, il y a plus d'inertie, donc ça va être plus long, etc. Ça va être plus aussi, ça va un peu plus les secouer dans leurs convictions, donc ça va être plus compliqué. Donc après avoir fait ce mapping-là, en fait, on découvre qu'on a un meilleur segment. Aujourd'hui, par exemple, c'est les startups B2B early stage qui n'arrivent pas à se faire comprendre de leurs clients. C'est compliqué parce qu'elles sont sur un marché de l'innovation et du coup, les gens ne comprennent pas forcément toujours ce qu'elles font. C'est facile de leur vendre parce qu'elles lèvent des fonds et c'est facile de mettre en place parce que c'est des petites structures et elles ont besoin surtout d'aller vite. Comme moi, par exemple, un de mes positionnements, c'est de pouvoir aller vite, de mes différenciateurs, c'est de pouvoir aller vite. Chez elles, ça va être quelque chose comme ça. Donc, ça vous permet vraiment d'identifier finalement votre premier segment de marché. Attention cependant à ne pas confondre ce qu'on appelle l'ECP et l'ICP. Donc ICP, c'est Ideal Customer Profile, donc c'est en gros votre persona, c'est votre client idéal, et la ECP, c'est l'Early Customer Profile. C'est-à-dire que vos clients idéaux ne sont pas forcément les clients que vous devez cibler en premier. Par exemple, vous vendez une solution. En ce moment, j'accompagne Louane et Perrine qui sont dans le chat, je les accompagne sur. Ils vendent de la visite virtuelle. Eux, leurs clients idéaux, c'est d'aller taper des grands comptes pour pouvoir créer du récurrent, faire en sorte qu'ils aient souvent des grosses agences immobilières qui leur font faire de la visite virtuelle, etc. Ça, c'est le client idéal. Sauf que ces boîtes-là, vu que c'est des grosses boîtes qui ont des dizaines d'agences partout en France, euh, elles sont dures à closer. Pourquoi? Parce qu'il y a le Moby Dick syndrome, parce qu'elles se disent, moi, tu vas pas me closer si facilement, c'est plutôt un honneur pour toi de travailler avec moi que pour moi d'acheter ta solution. Elles ont besoin de beaucoup de preuves sociales, parce qu'elles prennent pas de risques, elles ont une tolérance au risque qui est difficile. Ça prend du temps parce que du coup, il y a plusieurs intermédiaires. La décision elle va prendre 6 mois. Est-ce qu'on le fait ou pas? Et voilà. Alors que l'early customer profile, ça va être peut-être d'aller taper des agences immobilières ou des plus petits groupes d'agences immobilières, mais qui vont adorer essayer la nouvelle technologie, ça va être facile de collaborer avec eux parce que du coup, tu peux les appeler régulièrement, tu peux les avoir au téléphone, créer de la relation, etc. C'est des bons bêta-testeurs aussi pour que derrière, tu puisses créer tes premiers cas clients et aller taper sur des grands comptes. Et ensuite, en plus, ils vont pouvoir facilement vous recommander s'ils sont contents. Parce que le bouche à oreille marche beaucoup mieux sur les petites structures. Donc voilà, ne pas confondre OCP et ICP, ça c'est important. Déterminer contre qui vous vous battez et pourquoi vous êtes meilleur. Donc là, si on est OK avec vous, on a déjà identifié du coup notre département cible, le type d'entreprise cible, le use case et le problème qu'ils rencontrent. Donc là, on est sur les CEO de startups B2B early stage qui essaient de se faire mieux comprendre leurs clients, mais qui n'ont pas les compétences en interne pour y arriver. Là, c'est important de mapper ce qu'on appelle les alternatives. Comment elles vont faire pour résoudre ce problème aujourd'hui? C'est tout à l'heure ce qu'on disait, c'est est-ce qu'elles sont déjà en train d'essayer de répondre à ce problème-là? Bah oui, elles essaient de le faire elles-mêmes, ou alors elles passent par les agences marketing. Bah, euh, le truc, c'est que c'est d'identifier du coup pourquoi vous êtes meilleur que ces alternatives-là. Par exemple, elles essaient de le faire elles-mêmes. Mais du coup, le résultat, il est souvent décevant. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les compétences. Et en plus, ça leur prend un temps qui est monstre, un investissement qui est important, pour à la fin avoir un résultat qui est pas ouf. Mieux que ce qu'ils avaient au début, mais qui est pas ouf. Ou alors, elles passent par les agences marketing, mais généralement, les agences marketing, ça coûte extrêmement cher. Elles ne sont pas spécialistes de cette question-là. Il y a toujours du retard sur les deadlines et elles ont peur souvent de se faire avoir parce que justement l'investissement souvent il est important et les agences marketing on sait qu'il y en a des centaines et des centaines, que c'est pas toujours de qualité, qu'elles sont pas spécialistes de ça, qu'elles font souvent un peu tout, donc du 360 etc. Donc elles ont peur de se faire avoir. Et ensuite, vous ressemblez tous vos éléments différenciateurs par rapport à ces difficultés-là. Donc par exemple, OK, donc on passe en interne, mais le résultat est souvent décevant. Vous envoyez vos cas clients. Ça coûte extrêmement cher. Vous avez une offre qui est packagée.
Donc ça, c'est vos différenciateurs par rapport à vous. Mais ça prend du temps aux équipes. Et vous n'avez qu'une heure à m'accorder et après, je peux tout faire tout seul. Mais il y a toujours du retard sur les deadlines. Un système de garantie. Vous n'êtes pas content, à la fin, je vous rembourse. Et enfin, vous avez peur de vous faire avoir, des témoignages clients, de la preuve sociale, etc., etc. Donc une fois que vous avez mappé finalement les alternatives et les problèmes à ces alternatives, vous mappez, vous, comment vous répondez à ces problèmes-là et pourquoi vous êtes meilleur finalement que ces alternatives. Donc petit rappel rapidement de là où nous en sommes en termes de positionnement. Si vous avez bien suivi jusque-là, on a pu finalement se décider sur qui on s'adresse, le segment spécifique, donc les CEO de startup B2B early stage. Qu'est-ce qu'on résout comme problème? Elles essaient de se faire mieux comprendre de leurs clients, mais n'ont pas les compétences en interne pour y arriver. Contre qui on se bat? Du coup, elles essayent de faire elles-mêmes ou elles passent par des agences marketing. Et pourquoi vous êtes meilleur? Parce que vous avez déjà fait ça pour plein de clients, parce que votre tarif il est bas et unique, parce que vous évitez aux clients de perdre du temps, parce que vous avez des systèmes de garantie et parce que vous avez déjà fait ça pour plein de monde et que vous êtes capable de prouver que vous êtes le meilleur dans ça. Maintenant, il manque une question à laquelle on n'a pas répondu. Est-ce que quelqu'un a une idée de cette question-là? Ou pas? Là, on a donc le pour qui, le pourquoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas répondu? Pas Le d'idée? comment? Exactement. Le comment. Bravo, Louane. Tu as bien suivi mes formations. Merci, merci. Comment? Comment on résout ça? Parce que c'est bien beau de résoudre tous ces problèmes-là, mais ce que les gens veulent comprendre aujourd'hui, c'est comment vous le faites. Que tout le monde promet la même chose. Aujourd'hui, vous allez sur LinkedIn, tout le monde vous promet de vous faire gagner de l'argent ou de vous faire gagner du temps. Et peu importe qui, vous allez voir un commercial, il va me faire gagner de l'argent et du temps. Vous allez voir un mec qui fait qui gère vos réseaux sociaux, il va vous faire gagner de l'argent et du temps. Donc les gens, ils ont besoin aujourd'hui de comprendre comment vous faites ça. Et là, donc, c'est la partie qu'on appelle le messaging. Petite introduction au messaging. Donc, le messaging, c'est l'art de traduire finalement le positionnement d'une entreprise, d'un produit ou d'un service, en un message clair, convaincant et adapté à chaque audience cible. Ça, c'est important de le comprendre. Aujourd'hui, si vous vendez votre produit à plusieurs personnes, à plusieurs types de personnes, elles ne vont pas vous acheter pour les mêmes raisons. Donc, il faut structurer et formuler des idées qui vont permettre de communiquer votre valeur ajoutée selon la personne à qui vous vous adressez. Donc, positionnement versus messaging. Le positionnement, ça définit où ton produit se place sur le marché et pourquoi il est unique. Et le messaging, c'est la manière de traduire ça en mots pour que tes clients comprennent et adhèrent. Le positionnement, c'est la stratégie. Le messaging, c'est comment tu la communiques, tout simplement. Donc, les éléments d'un bon messaging. C'est déterminer les implications du use case. Donc, on parle au CEO de startup B2B early stage qui essayent de mieux se faire comprendre leurs clients, mais qu'est-ce que ça va impliquer comme action? La première, c'est de déterminer qui est le client idéal. La deuxième, c'est de déterminer quels sont les éléments de mon produit, de mon service que je vais pouvoir mettre en avant. Et le troisième, c'est de réussir à coucher tout ça sur papier avec des mots. Pour chaque implication, il va rencontrer des problèmes différents. Par exemple, j'ai besoin de déterminer qui est le client, mais mon produit, aujourd'hui, je le vends à plusieurs types de clients et je ne sais pas vraiment qui est ma cible idéale. Ensuite, j'aimerais bien mettre les bons éléments en avant, mais mon produit il est complexe. Il y a plein de fonctionnalités, plein d'actions qui sont mises en place et je ne sais pas vraiment lesquelles sont importantes pour mon client. Et enfin, j'ai besoin de coucher tout ça sur le papier, mais j'arrive pas à structurer mes pensées, j'arrive pas à structurer un discours marketing qui soit clair. Et donc, j'ai besoin d'aide pour ça. L'étape 3, c'est du coup, vous présentez votre solution à chaque implication du problème. Par exemple, OK, vous n'arrivez pas à trouver qui utilise votre solution. Écoutez, moi, ma solution, c'est simple. Je vais vous aider à mapper les différentes options et à choisir celle qui est la plus importante pour vous grâce à ma méthode. Vous n'arrivez pas à votre produit est complexe et vous ne savez pas quelle fonctionnalité mettre en avant, on va structurer l'argumentaire marketing en fonction de votre cible et je vais vous aider à trouver quelles sont les caractéristiques de votre produit qui vont vraiment répondre à la première étape, donc identification de la cible. Et enfin, vous ne savez pas comment structurer et rédiger correctement, moi, je vais vous aider à faire votre premier pitch de vente et structurer votre premier sales deck que vous allez pouvoir utiliser dans toutes vos ventes et que vous allez pouvoir envoyer aux clients pour que ils comprennent instantanément votre valeur ajoutée. Et enfin, par rapport à ça,
Donc là, vous avez trouvé, j'ai fait une petite erreur de couleur là, donc c'est en vert. Vous allez déterminer du coup les solutions, vous allez pouvoir déterminer les features associées. Donc les features, souvent, c'est pour les SaaS, mais vous, ça peut être aussi traduit par les étapes de votre accompagnement, si vous êtes un coach, par exemple. Mais ok, je vous aide à identifier les différentes options. Mais ma première étape, c'est le mapping des cibles. C'est une étape qui est dans mon process, on mappe les cibles, et ensuite, on va pouvoir choisir laquelle est la mieux ensemble. La deuxième étape, on va créer les frameworks de messaging. La troisième étape, on va créer votre sales deck. Donc vous voyez, petit à petit, on construit le discours. Vous avez besoin de terminer qui le client. Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs différents utilisent votre produit. Moi, je vous aide à mapper les différentes options et à choisir comment, grâce à une méthodologie de mapping des cibles. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ou est-ce que vous avez remarqué un élément qui manque aujourd'hui? C'est le dernier élément et c'est souvent ce par quoi tout le monde commence alors que c'est ce par quoi tout le monde devrait finir. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. C'est les bénéfices. Aujourd'hui, tout le monde vous market avec les bénéfices. Sauf que les bénéfices, ils ne servent à rien si je ne comprends pas comment vous résolvez mon problème. Vous allez me faire gagner de l'argent, mais si je ne comprends pas comment, c'est super, mais il y a plein d'autres gens qui peuvent me faire gagner de l'argent. Donc pourquoi je devrais vous choisir vous? Donc en fait, les bénéfices finalement sont juste un résultat de tout ce que vous faites pendant votre accompagnement. Les bénéfices sont aussi souvent une réponse immédiate au problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'argent au final. Ça, c'est le bénéfice final qu'on va voir. Mais le bénéfice, c'est d'abord d'être sûr de parler à la bonne cible, qui répond au problème de aujourd'hui, j'ai beaucoup de profils différents qui utilisent mes produits et je ne sais pas lequel choisir. Le bénéfice, c'est que maintenant, quand vous êtes en entretien de vente, vous savez exactement quoi dire. Alors que votre produit, il est complexe et que vous avez beaucoup de features. Et enfin, votre doc de vente, elle est parfaitement rédigée et structurée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vos clients, après votre rendez-vous, vous allez pouvoir leur envoyer un document où ils vont comprendre instantanément ce que vous faites. Et tout ça, ces bénéfices, vont être amenés vers un bénéfice indirect qui est vous faire gagner de l'argent et vous aider à convertir mieux vos clients, tout simplement. Ensuite, vous rassemblez votre preuve sociale, donc tout ce qui va être vos chiffres, le nombre de clients, les chiffres spécifiques à votre activité, les résultats, la taille de vos clients, des noms connus avec qui vous avez travaillé, tout ce qui est label, est-ce que vous avez gagné des prix, est-ce que vous êtes labellisé éco-responsable, RGPD, RSE, etc. Les témoignages clients, vidéo, texte, témoignages, Google ou Trustpilot, enfin voilà, tout ce qui est témoignages clients, la presse, les conférences, les apparitions, les journaux, les apparitions de télé, etc., etc. Et vous pouvez passer à la dernière étape qui est le copywriting. Rapidement, on fait un petit récap. Donc aujourd'hui, je vous récap régulièrement, mais comme ça, on a tous les éléments en tête. Donc vous savez à qui vous vous adressez, vous savez quel problème vous résolvez, vous savez désormais comment vous le résolvez, et surtout pour quel bénéfice vous le résolvez, et enfin, pourquoi vous. Parce que vous avez donc, tous les différents éléments qui vont être rassemblés ici. Les premiers documents de vente, donc une fois que vous avez fait ça, dont vous avez absolument besoin pour structurer votre département commercial ou pour vous vendre. La première chose, c'est une page d'accueil ou une landing page. Aujourd'hui, on appelle ça une landing page, mais ça peut être une page d'accueil aussi parce que derrière, vous allez développer le site avec plusieurs pages, plusieurs use cases, etc. Mais toujours avoir au moins une page sur Internet. Pourquoi? Déjà pour convertir vos clients en ligne. Aujourd'hui, c'est simple. Tout le monde fonce sur votre site Internet. Peu importe votre canal d'acquisition, si vous faites des posts sur LinkedIn, si vous faites des réseaux, des BNI, etc., si vous faites du TikTok, voilà, avant de vous acheter, tout le monde va aller voir votre site internet. Moi, on me recommande quelqu'un, je ne le connais pas, mon premier réflexe, ça va être d'aller voir exactement ce qu'il fait sur son site internet. Donc ça, c'est important que vous l'ayez. Et puis, ça vous permet aussi de prélever les objections. C'est-à-dire que si votre page est bien structurée, vous suivez un petit peu les méthodes que je vous ai données, vous allez pouvoir déjà prélever des objections qui sont sur le prix, par exemple, sur le type de service, l'accompagnement, etc. Et ça permet aussi de clarifier ce que vous faites, tout simplement. 2 ou 3 cas clients. Vos cas clients, ça permet vraiment de projeter, et ça c'est très important. Et il y a un mot magique qui est
que vous devez toujours utiliser, c'est concrètement, qu'est-ce que je fais? Concrètement, qu'est-ce que j'apporte? Vous devez toujours utiliser le concrètement. Le but, c'est de projeter au maximum votre client, votre prospect dans concrètement, qu'est-ce qu'il va obtenir? Concrètement, quel est le problème que vous allez résoudre chez lui et concrètement, comment vous allez le faire? Donc, vous allez pouvoir faire vos cas clients là grâce au messaging qu'on a fait avant, avec la petite partie problème, solution, bénéfice. Vous détectez le problème chez votre client qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs différents qui utilisent leurs produits. Vous avez un cas client qui va vous démontrer comment vous avez résolu ce problème chez un autre client. Pareil pour tous les problèmes, vous pouvez même faire un cas client général qui répond aux 3 problèmes qui ont été évoqués. Donc toujours cette structure-là, problème, quel problème j'ai résolu chez mon client, quelle solution j'ai mis en place, quels sont les bénéfices qu'il a pu en retirer. Et enfin, c'est le sales deck. Voilà, là, l'image elle est un peu floue, mais c'est structurer votre pitch de vente pour vous guider un rendez-vous. Parce que si vous n'avez pas de sales deck, alors certes, votre client risque un peu de lire ce qui se passe, mais ça permet vraiment de structurer votre discours et d'avoir une aide qui fait en sorte que vous ne vous perdez jamais en fait. Et vous êtes sûr de taper tout le temps sur les problématiques de votre client et d'avoir une structure qui est très définie dans votre entretien de vente. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est la structure d'April Dunford. Donc, April Dunford, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment la Alex Hormozy du positionnement. C'est vraiment une ponte là-dedans, qui a écrit plusieurs livres, etc., qui est une référence, et qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Sales Pitch, je crois. Sales Pitch ou Pitch Deck, je ne sais plus. Et dedans, elle parle d'une structure. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui parce que moi, c'est ça que j'utilise avec mes clients et je ne vais pas réinventer la roue. On va se baser sur des méthodes qui marchent. La structure d'April, elle se base sur 2 choses. C'est d'abord le marché, donc les insights. Donc en fait, c'est ce qu'on a déjà fait auparavant avec notre messaging, vous allez le voir tout à l'heure. C'est qu'est-ce que vous comprenez finalement de problèmes de vos clients, et quelles sont les alternatives qu'ils ont essayées et qui ne marchent pas. C'est la deuxième étape, pardon, les alternatives. Donc, les alternatives, donc on l'a vu tout à l'heure, donc c'est passer par une agence marketing ou le faire par lui-même. Pourquoi c'est bien? C'est bien aussi des fois de dire pourquoi c'est bien et pourquoi c'est mal. Et enfin, les caractéristiques de la solution parfaite, qui est censée être votre solution, c'est-à-dire le perfect world. C'est-à-dire, ok, grâce à moi, vos clients vont pouvoir enfin comprendre ce que vous faites. Tout simplement. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment le setup. C'est quand vous arrivez en entretien de vente, vous faites le setup. Ok, j'ai bien compris votre problème aujourd'hui. Comme ça, la personne sait que vous avez bien compris son problème et se sent concerné. Et ensuite, il y a votre solution. Et c'est le moment où vous présentez votre solution. Une fois qu'en fait, vous avez un peu agité les problèmes chez la personne. Donc là, vous pouvez introduire qui vous êtes, ce que vous faites, ce qui vous différencie finalement de vos concurrents, donc par rapport aux alternatives que l'on a vues tout à l'heure, et les différentes choses que vous mettez en place pour vous différencier. Votre preuve, quelle est finalement votre preuve sociale? Qu'est-ce qui prouve que ok, vous êtes capable de répondre à mon besoin aujourd'hui? Les différentes objections, ça c'est optionnel, mais moi j'en mets tout le temps. Par exemple, aujourd'hui sur Internet, un client, quand il va voir votre service, il va avoir des a priori. Ah, ça va être cher. Ah, c'est pas fait pour moi. Ah, il va falloir encore que je rentre ma carte bancaire. Ah, il va falloir encore que ça me prenne 3 heures de mon temps. Donc, il va falloir tuer ces objections directement en disant, ben non, ça va pas vous prendre, vous avez besoin de mettre qu'1 heure avec moi, c'est abordable, vous allez être livré en 7 jours, vous n'avez pas besoin de carte bancaire, vous n'avez pas besoin de faire de virement, j'en sais rien, vous avez un système de garantie, etc. Toujours important de le mettre à la fin. Encore, on récapitule tout ça, donc bon, je vais pas vous faire le recap, mais la structure d'April Dunford, c'est comme ça, donc votre use, donc bien sûr structuré sur des slides, en joli, etc. Mais c'est, par exemple, use case, vous sentez que vos clients ne comprennent pas bien la plus-value de votre service, instantanément de vos clients. Je suis Lucas, consultant en marketing, et j'ai créé une méthode unique pour vous aider à y arriver, en mappant votre cible, en structurant votre discours et en créant des docs qui vont vous aider à vendre. Preuve sociale, j'ai déjà aidé plus d'entreprises à faire pareil, dont Easy Virtual Tour, la dernière startup du fondateur d'EasyJet.
Tout ça pour un prix abordable, une livraison en 7 jours ouvrés et avec une garantie de satisfaction ou de remboursement. CTA, prenez rendez-vous maintenant. Donc ça, c'est si je devais résumer en quelques mots exactement comment vous pouvez structurer votre offre. Bien sûr, voilà, donc là, par exemple, ça ressemble à ça. Donc ça, par exemple, c'est avec Luan qui est un truc, c'est ce qu'on est en train de bosser là-dessus. Donc je vous ai pas mis la présentation entière parce que c'est un peu confidentiel, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez, une fois que vous avez fait tout ça, rajouter tout ce qui est design et les petites blagues pour casser un petit peu les a priori, enfin la distance avec votre client. Donc voilà, ici par exemple, on travaille sur la visite virtuelle pour des agents immobiliers. Donc la visite virtuelle, vous pouvez le vendre à beaucoup de gens, des architectes, des écoles, des opticiens, etc. Donc on a travaillé vraiment sur la cible agent immobilier. Donc on va avoir détecté le problème qui est qu'aujourd'hui, ils font beaucoup de beaucoup de visites physiques inutiles. 40% à peu près de leurs visites sont inutiles, ne donnent rien derrière. Pourquoi? Parce que les prospects, donc là on va taper sur le problème, sont déçus lors de leur première visite du bien parce que, ils n'ont pas pu se rendre compte grâce aux photos que en fait, c'était pas du double vitrage, parce que en fait, le jour, où les photos ont été prises, c'était lumineux et ce jour-là, c'est pas lumineux et cetera. Donc on pourrait éviter ces visites-là et ensuite on tape sur l'alternative parce que vous n'avez pas les bons outils. L'alternative aujourd'hui, c'est quoi? C'est de prendre des photos de l'appartement, faire appel à un photographe et les poster sur vos annonces. Sauf qu'en fait, ça marche pas et du coup, après derrière, on explique tout un argumentaire, on déploie tout un argumentaire de pourquoi nous, on est mieux que les photos. Voilà. Quelques petites erreurs à ne pas commettre, et qui sont commises par la plupart des boîtes aujourd'hui en B2B. Le Start with Why. Alors je sais que c'est un livre qui est très connu, que vous avez déjà peut-être tous lu, mais c'est une des erreurs, parce qu'en fait, c'est pas le même sens, mais beaucoup de boîtes aujourd'hui vont commencer. La dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu nous prospecter au bureau et qui nous a laissé une plaquette. Et la première chose que je lis sur la plaquette, c'est pourquoi on fait ça. Et dedans, ils expliquent que c'est parce que c'est leur passion, etc. Si vous commencez par why, par start with why, les gens, vous allez les perdre direct. Donc, c'est important d'être concret dès le début. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre un peu de why, mais il ne faut pas le mettre dès le début. Parler uniquement des bénéfices. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, mais on booste tes ventes de 40%. Ok, mais comment? Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir ton concurrent, il peut booster mes ventes aussi de 40%, mais je vais voir aussi toutes les autres alternatives, agences de com, commerciaux, setters, closers, etc. Ils peuvent tous booster mes ventes de 40%. Donc au final, vous ne vous différenciez pas. Et du coup, au final, vous répondez à aucun de mes soucis, à part si c'est faire plus de ventes. Ok, mais faire plus de ventes, comment, tu vois? Designer avant de rédiger, ça c'est aussi une positionnement et ensuite, vous vous souvenez tout à l'heure, votre design suivra. En fonction de votre positionnement, de comment vous avez envie de vous positionner, est-ce que vous êtes une marque plutôt premium? Est-ce que vous adressez à plutôt des gros paniers, et cetera? Par la suite. Dire qu'on sait tout faire, c'est-à-dire, dire que, par exemple, aujourd'hui, je suis consultant en marketing et je vais résoudre tes problèmes en marketing et du coup, c'est pas spécifique et du coup, par contre, si quelqu'un a un besoin SEO, bah, il va avoir plus tendance à aller voir quelqu'un qui est spécialiste en SEO parce qu'il se sentira plus concerné. Ne pas s'adresser aux champions, donc ça, on va revenir juste après et laisser parler sa fierté, c'est-à-dire dire qu'on est meilleur sans préciser pourquoi, dire que voilà, toutes les autres alternatives sont nulles, et cetera, sans vraiment mettre en avant pourquoi vous, votre solution, elle est meilleure. 3 techniques de copywriting qui sont simples pour rédiger. La première, c'est de créer des documents qui sont scannables. En gros, là, sur le petit schéma, tout ce qui est en vert, c'est ce que les gens lisent, tout ce qui est en rouge, c'est ce que les gens ne lisent pas, à part s'ils sont déjà très intéressés par votre produit. Donc, il faut faire en sorte que, en fait, simplement avec vos titres, donc simplement, donc ça, on imagine que c'est une page web, donc ici, avec les verts, c'est les titres, les gens soient capables de comprendre ce que vous faites et quelle est le plus-value que vous pouvez leur apporter. Tout ce qui est en rouge, c'est du blabla, c'est beaucoup moins important. C'est important pour les gens qui vont vraiment vouloir creuser le sujet et qui ont déjà un, 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 un intérêt pour votre sujet, mais vous ferez l'expérience. La prochaine fois que vous allez sur un site internet, vous essaierez de voir comment vous. Est-ce que, si, juste par. Vous essayerez de réfléchir à OK, comment j'ai lu cette page-là. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, généralement, on scrolle et on lit que les titres très rapidement. Et la plupart des clients font ça aussi. Et vraiment, c'est quand ils ont un intérêt particulier qu'ils vont essayer de creuser, rentrer dans les détails, de comprendre ce que c'est. Donc, créer la première chose des documents scannables avec peu de texte. C'est le classique, vous le savez déjà,
mais c'est important de le repréciser. Si vous ne savez pas comment structurer votre discours, et si vous avez la flemme d'utiliser tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une solution qui est très simple, c'est implication de problème, une solution, un bénéfice. Je vous ai mis par exemple le landing page de, Lemlist. Une implication d'un problème. Vous ne savez pas si votre liste d'adresses si votre liste d'adresses email est fiable. Une solution avec Lemlist, créer une liste de prospects avec des emails valides, un bénéfice, trouvez vos prospects avec leurs emails vérifiés et convertissez-les en clients grâce à Lemlist. Ça, c'est la structure, ça marche à tous les coups. Vous pouvez le faire en 2 secondes pour vos pitchs, pour vos infomerciales. Si vous pitchez sur scène un jour, ou si tout simplement on vous demande en 30 secondes de présenter ce que vous faites, toujours faire ça. Une implication, un problème, une implication, une solution, un bénéfice. Mais vous voyez, les 3 sont structurés pareil. Le deuxième, c'est pareil. Vous passez des heures à rédiger des emails manuellement. Lemlist vous aide à rédiger et personnaliser vos emails avec Lemlist. Et là, vous pouvez désormais contacter-les avec une approche personnalisée et les convertir en clients. C'est la solution. Maintenant, si vous ne savez pas comment rédiger tout ça, vous utilisez la même méthode. Une application, une solution, un bénéfice. Comme ça, c'est simple. Vous n'avez qu'une chose à retenir. C'est 3 choses. Par exemple, ici, pour Easy, comment qualifier naturellement vos prospects. Les photos ne suffisent pas toujours à se protéger. Une application. Vos prospects se baladent librement et de manière illimitée dans le bien location. Votre solution, un bénéfice, vous limitez les candidatures peu qualifiées. C'est vraiment la structure qui va vous permettre d'être super clair sur ce que fait votre produit, à quoi il sert et quels en sont les bénéfices. Et enfin, parler aux champions. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure de ce petit schéma-là. En gros, le champion, le concept de champion, c'est en B2B, c'est votre interlocuteur. Et votre interlocuteur, c'est pas forcément la personne qui va être utilisatrice. Aujourd'hui, je travaille avec, par exemple, une boîte qui fait des cartes de visite connectées, digitales. Donc, vous pouvez scanner, etc. Souvent, c'est le responsable RH ou le responsable market qu'ils ont ensemble, qu'ils ont en face, mais c'est pas eux qui vont utiliser la solution. C'est les collaborateurs. Et en fait, vous devez aider ce champion-là à expliquer déjà aux influenceurs pourquoi votre solution, aux influenceurs internes, le DAF, donc ça va lui coûter 3000 balles par an, ou le CTO qui va devoir réintégrer toutes ces cartes de visite au CRM, pourquoi c'est bien pour eux et pour la boîte. Donc vous allez devoir aider finalement ce champion à faire ça, donc en créant de la doc, en accompagnant peut-être ce champion-là lors de ses rendez-vous, et aussi convaincre ses utilisateurs. Donc en fait, vous allez travailler sur 3 choses: l'approbation des influenceurs, l'adoption des utilisateurs, faire en sorte qu'ils utilisent, par exemple, ces cartes de visite connectées. Parce que s'ils n'utilisent pas, la boîte, l'année d'après, elle ne renouvelle pas. Et finalement, l'adoption aussi par le décideur, en lui l'aidant à démontrer que ça va être utile pour la boîte. Donc ça, c'est pour quand vous vous adressez à des boîtes un petit peu plus grosses en B2B. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que c'était clair. J'ai essayé de tout schématiser. Je suis allé un peu vite. Je pensais que j'allais mettre un peu plus de temps. Donc là, si vous voulez, vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y répondrai avec plaisir, si vous en avez, bien sûr. Vous pouvez me faire un retour aussi si vous avez trouvé ça clair, pas clair, des choses qui étaient intéressantes, moins intéressantes. Moi, personnellement, j'ai pas de questions parce que tout m'a paru assez clair quand même. Donc, j'ai pas tellement de questions. Ok, merci Loane. Ah, tant mieux, c'est bien quand c'est clair. Oui, Ouais, je tout à lui ai fait, déjà on va pas se expliqué en plaindre. plus. Mais après, il y a forcément beaucoup de contenu et après, ça dépend Oui, toujours, hein, on l'a vu sur toutes les interventions, ça dépend de à quel stade de maturité on en est soi-même dans son business. Il y en a qui se disent, OK, je savais la plupart des choses et ça, je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est toujours une façon d'apprendre, enfin d'apprendre ou en tout cas de voir le point de vue de quelqu'un d'autre. C'est pas dit avec les mêmes mots, c'est pas forcément les mêmes astuces et on apprend toujours quelque chose. Il y a ceux qui, comme Louane, se disent bon bah c'est bon, je suis pas encore au top sans doute, mais j'ai compris parce que je suis suffisamment déjà baigné dans ce milieu-là. Et puis il y en a certainement aussi qui disent oh là là, mais de quoi ça parle? J'en suis pas là du tout.
Donc, c'est ça qui est drôle. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvaise question. Donc, même si c'est pas votre truc et que vous avez des questions où vous dites, oh là là, je vais passer pour une débutante, c'est pas grave. Enfin, honnêtement, on n'est pas tous avancés sur tous les sujets qui ont été donnés cette semaine. Donc, n'ayez aucune appréhension à partager vos questions ou vos commentaires, quels qu'ils soient. Oui, tout à fait. Et puis justement, vous avez accès à plusieurs personnes justement qui ont quand même une certaine expérience là-dedans. Donc, Lucas est le spécialiste. Mais là, aujourd'hui, vous avez l'occasion de lui poser des questions en direct. Donc, puis s'il y a des choses sur lesquelles Audrey, Pascal ou d'autres personnes ou moi-même, on peut compléter, là, c'est le moment. Donc, vous avez quelques petites minutes privilégiées là, pour aller tirer un maximum d'informations sur des choses qui pourraient peut-être vous servir directement dans votre entreprise dès demain matin. Donc, profitez-en. Ah, il y a un message dans le chat. Oui, Virginie qui dit, belle Ouais. présentation, merci. Un peu rapide pour moi, car c'est une découverte. Je reprendrai la présentation avec plaisir à tête reposée. Bon, c'est sûr, comme on dit, si tout ça c'est nouveau, c'est sûr que ça fait peut-être beaucoup d'informations, Ouais. Moi, Bah, mais j'ai essayé. Ah, pardon, j'ai une réaction par rapport au Start with Why, parce que moi j'aime beaucoup le Start with Why et je comprends tout à fait ton point de vue et je le rejoins d'ailleurs. C'est-à-dire que souvent, le Start with Why, on le met avec notre raison d'être à nous. Et C'est moi, ce ça. que je trouve intéressant, c'est de commencer avec le fameux pourquoi, mais pourquoi c'est intéressant pour eux de nous écouter. C'est plutôt dans ce sens-là que je le traduis, ce qui rejoint, je pense, à peu près ce que tu as présenté, Lucas. C'est C'est que ça. de pas rester sur notre why à nous. Ouais, je fais ça parce que franchement, j'adore aider telle ou telle personne. C'est cool, hein, et tant mieux si vous êtes passionné. Mais avant d'en arriver là, je te rejoins à 100%. C'est leur donner déjà des bonnes raisons de vous écouter et après, vous pourrez partager votre raison d'être. Mais moi, j'aime bien ce why, mais dans le sens de, ouais, de pourquoi toi, tu as intérêt à m'écouter. Ouais, c'est exactement ça. C'est plus se concentrer sur finalement la personne que vous avez en face, ses problèmes, etc., que sur votre propre perception. Parce qu'en fait, les gens, la personnalité, d'ailleurs, dans le personal branding, moi j'en ai beaucoup fait, les gens vous achètent pour qui vous êtes, mais c'est secondaire. La première chose qu'ils regardent, c'est qu'est-ce que vous pouvez leur apporter à court terme. Et en fonction de Exactement. ça, s'il y a 3 personnes qui ont le même service et qui peuvent avoir les mêmes résultats, c'est là qu'ils vont commencer à s'intéresser plus à votre personnalité, etc. Donc c'est un plus, le Start with Why, et qui arrive après la première question que tout le monde se pose, c'est OK, comment tu peux m'aider là demain? Mm, oui, ça, exact. c'est important. Euh, Par rapport à Start with Why, pour ceux qui n'ont pas lu le livre de Simon Sinek, je vous dirais c'est une très bonne lecture. Il y en a un deuxième qui est pour justement aider à trouver le pourquoi. C'est très intéressant aussi. Mais je vous dirais, pour en revenir au point de Lucas, c'est si on fait référence aux autres formations qu'on a déjà suivies cette semaine, c'est par rapport, pour en revenir, disons, aux stratégies de vente, c'est quand vous commencez avec quelque chose qui est centré sur vous-même, vous poussez l'information un peu à votre client. Vous essayez de le convaincre que vous êtes la huitième merveille du monde. Mon produit, il est ci, mon produit, il est ça. Les gens, puis je ne sais plus qui est-ce qui l'avait dit, mais ou exactement comment ça s'était fait, mais en clair, les gens en ont rien à foutre. Je pense que c'était Razmé qui avait dit ça comme ça, puis je trouvais ça vraiment bien marrant. Effectivement, si vous les abordez avec vous et ainsi de suite, euh, ils sont occupés, ils ont autre chose à faire, ils vous écoutent d'une oreille, ils sont en train de continuer à faire ce qu'ils ont à faire, ça les intéresse moins. Si au contraire, vous commencez le tout en leur posant des questions sur eux, comment ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils ont telle problématique, est-ce que ça, c'est quelque chose qui les ennuie, et ainsi de suite. Ah, là, tout d'un coup, leur attention, leur focus, dans le fond, revient vers la conversation. Et là, à partir de là, ça vous donne des munitions pour justement faire votre vente. Donc, autrement dit, vous leur posez des questions stratégiques, dirigées, pour avoir un peu, évidemment, c'est lié à votre présentation, à votre pitch de vente, mais vous leur posez des questions stratégiques pour qu'eux-mêmes vous donnent les réponses, en guillemets, que vous escomptiez, pour voir comment vous pouvez positionner votre produit. Exactement. Pour rebondir là-dessus, moi j'ai dit donc tout à l'heure là qu'il fallait faire des hypothèses et en fait j'ai dû supprimer la slide, j'ai pas vu, mais souvent les hypothèses, il faut essayer de les valider avec le marché. C'est-à-dire qu'au Exact. début, quand vous commencez, vous faites des hypothèses parce que ben, c'est ce que vous pensez, mais s'il faut en fait vous tapez à côté. Donc votre positionnement c'est quelque chose qui évolue avec le temps.
Vous ne pouvez être sûr de votre positionnement, que vous répondez aux bonnes problématiques, qu'une fois que vous avez été confronté directement au marché, vous avez pu parler avec vos prospects, que vous avez fait plusieurs pitch de vente, ou que vos équipes ont fait des pitchs de vente et que vous pouvez remonter les vraies problématiques auxquelles votre produit peut répondre. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et le fait d'avoir cette rétroaction et de se focuser sur les besoins et les problématiques de votre client change complètement la dynamique. Parce que vous passez plus comme quelqu'un qui essaye de leur vendre quelque chose. On s'entend dans le monde corporatif, vous avez tout le temps quelqu'un qui appelle, qui vient débarquer de ci, de ça, et qui, bon, ça y est, qu'est-ce qu'il me veut encore? Tu sais, je veux dire, on est occupé, là. Je veux dire, moi, quand j'en ai qui débarquent ici, je les vois arriver, puis je dis, OK, d'accord. Juste avoir la tête, puis comme ils regardent partout dans l'entrée, je le sais qu'ils viennent me vendre quelque chose. C'est clair. Donc, déjà là, je ne suis pas encore sorti de mon bureau, je l'ai juste regardé par la petite fenêtre, et je sais déjà que mon objectif, c'est de m'en débarrasser le plus rapidement possible. Si en plus, il commence à me parler de lui, puis de ci, puis de ça, puis à quel point sa nouvelle ligne téléphonique est géniale, ça va être une question de secondes. Je vais juste attendre qu'il y ait une virgule, qu'il essaie de prendre sa respiration pour choups. Je dis OK, merci, mais non, merci. Donc, bon, j'essaie toujours d'être gentil un petit peu quand même avec ces gens-là parce que je sais que c'est pas forcément facile et puis ainsi de suite, puis que ça demande de l'énergie. Donc, euh, d'avoir un certain tact aussi de notre côté, là, tout en restant ferme, parce que sinon, ça n'a plus de fin. Mais bref. Mais si vous, justement, vous commencez de la bonne façon et tout, ça change tout. Ça change tout. Là. Parce que surtout, si vous offrez une bonne solution, quelque chose qui va aller vraiment les aider, ben, autant eux, ils ont quelque chose à perdre. Alors, des fois, même si vous avez le meilleur produit et puis que ça pourrait vraiment les aider, des fois, ils sont juste pas disponibles. Financièrement parlant, ça marche pas, c'est pas le bon timing, ils n'ont pas le temps. Il y a plein d'autres raisons que l'argent ou l'utilité pour laquelle les gens ne peuvent, disons, ne pas utiliser votre produit. Mais ils peuvent ne pas l'utiliser tout de suite. Peut-être que dans 6 mois ou dans un an ou dans un an et demi, si vous continuez à faire un suivi, et ça, il y a aussi quelqu'un qui en parlait par rapport justement à la prospection et puis au suivi. Il faut qu'on voit, je ne sais plus exactement, mais je pense que lui, il disait, il faut faire au minimum 12, ah oui, c'est ça, c'était à la 12e relance en moyenne. C'est Biba qui en C'est parlait bizarre, hein? hier Oui. et moi je le dis très souvent aussi. Je crois que Pascal l'a cité aussi. Enfin, c'est par rapport aux séquences d'emails, c'est qu'en fait 80% des ventes se font au-delà de la sixième voire huitième interaction. Donc il faut avoir plusieurs points de contact avec les gens. Et Exact. puis surtout, c'est Biba disait qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient pas au-delà de la deuxième relance. Et en fait, moi je lui disais qu'en fait même chez les commerciaux la plupart ne vont même pas relancer une seule fois. C'est-à-dire qu'ils envoient le truc et puis tu vois, c'est comme quand tu jettes ta canne à pêche dans le lac là, et puis t'attends que ça morde et tu fais rien, quoi. Donc voilà. Donc il y en a plein qui relancent même pas. Oui. Et c'est pas une honte hein, de relancer, c'est juste histoire de, ça se peut se faire de manière très bienveillante en disant ben déjà, est-ce que vous avez bien reçu ce qu'on vous a envoyé? Est-ce que vous avez eu le temps de lire, de faire des commentaires? Et quand c'est un peu plus loin, moi j'ai tendance à dire, bon, alors je sais pas du tout où vous en êtes de votre projet. Est-ce qu'il y a des points de friction? Est-ce que je peux vous aider à prendre une décision quelle qu'elle soit? Et donc, en fait, ça peut être une approche tout à fait bienveillante et pas du tout agressive, en fait. C'est clair, il y a une manière de relancer, mais Bien relancer, sûr. c'est pas. Enfin, moi, je me souviens d'un client dans mon ancien métier salarié, je l'ai relancé 5 fois, 6 fois, mais bon, en lui amenant du contenu, en lui amenant enfin, voilà, de manière très sympathique, en l'invitant à des choses, des événements qu'on organisait et tout. Et je me souviens que bon, il m'avait dit à un moment, mais en tout cas, bravo. Enfin, voilà, je vois que vous vous intéressez vraiment sincèrement à notre projet. C'est aussi une forme de professionnalisme, en fait, d'être capable de relancer et de continuer à suivre les clients. Et bah, il y en a, et des fois, ça fait râler parce que, par exemple, dans cet emploi salarié, je me souviens d'un un client, je l'ai suivi pendant 2 ans, 3 ans. J'étais sur de la vente très longue, hein. Donc, 2 ans, 3 ans, etc.
Et puis, ça commençait à bien se présenter, etc. Et il est venu 1 an après mon départ de la boîte. Mais parce qu'il y avait eu tout ce travail, en fait, qui avait été fait. Et des fois, il faut du temps pour que ça se fasse, quoi. Oui, non, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Là, les relances, disons, élégantes sont extrêmement importantes, ça, c'est sûr, là. Il y a plein de situations, là, si, on pourra en parler pendant des heures, là. Je suis sûr qu'on aurait tous là, des exemples là, à pu finir à donner. Mais il y a plein de choses là, qui se signent, là, et puis tout ça sur le long terme avec des relances là, intelligentes, là. Oui, c'est ça. J'ai bien aimé quand tu as dit des relances élégantes, mais c'est tout à fait Oui, C'est parce ça. ça. que faut éviter le travail de bourrin. Bon, alors, ma soumission, tu sais, non, écoute, t'as déjà envie de prendre ton élan pour la claque, là. Mais Je suis d'accord. il faut être, disons, ça, c'est un sujet particulier. Euh, Moi, j'aime bien, par exemple, tu vois, je regarde beaucoup de TEDx, beaucoup de choses comme ça, j'écoute des podcasts. Et en fait, des fois, quand il y a un sujet qui résonne après avec le caillou du prospect, tu vois, je me dis, ah bah tiens, c'est l'occasion. Et donc, je vais lui faire un message en disant, bah, je suis tombée sur ce podcast ou je suis tombée sur ce TEDx. Je pense que ça répond à une de vos interrogations. Ça vous aidera peut-être à avancer dans votre projet. Et je vous souhaite une bonne journée. Des fois, je lui demande même rien en fait dans cet email. Des fois, je vais lui dire, bah tenez-moi au courant quand vous êtes prêts. Mais voilà, ça peut les aider aussi à passer les derniers freins, les derniers obstacles avant d'être prêts à l'achat de la prestation. Donc oui, voilà. et ça, cette approche-là, en guillemets, ce que moi j'appelle l'approche du cadeau, est incroyablement puissante. Oui, on en a déjà parlé tout Oui. au long de la semaine, hein, ce principe de réciprocité, il est énorme. Ou même le compliment, on l'a moins évoqué. Moi, j'en ai un petit peu parlé de manière détournée hier soir, mais de faire des compliments, parce que j'en parlais même par rapport quand je parlais des objections, de comment on traite les objections et de dire, quand la personne nous dit c'est trop cher, et comment on peut lui répondre, ben, écoutez, oui, c'est vrai que c'est un investissement important et je vous remercie de prendre le temps de vous intéresser à ce sujet. Bon, bah, c'est un compliment que je suis en train de lui faire alors qu'il m'a envoyé une patate chaude dans la figure. Et, mais en fait, le fait d'utiliser ces principes de je te fais des compliments ou je te donne des cadeaux, bah, ça active des biais de réciprocité chez l'autre en face. Tout à fait d'accord. Effectivement. On vient d'avoir Amélie qui vient d'arriver, donc Ah, bonjour Amélie. super. Mais on a encore 5 minutes. Si vous avez Oui, des oui, oui, questions non, ou non, tout à Ouais. des fait, là, mais remontées. je veux juste, Oui, je ça nous veux rassure, c'est bien, merci Jérôme. Après, voilà, juste pour répondre à Virginie qui disait que bon, ça a été un peu rapide. Je sais que j'ai parlé un peu rapidement, j'avais peur de ne pas rentrer. Mais voilà, normalement, la presse, elle est construite avec plein d'exemples. Donc après, tu peux tout reprendre. J'ai essayé de. Voilà, je l'ai appliqué à mon exemple à moi, parce que c'est plus facile aussi pour vous comprendre, du coup, ben, comment moi je fais pour mon propre truc. Après, voilà, vous reprenez, vous avez tous les frameworks. J'ai essayé vraiment de donner des exemples à chaque fois. Donc, voilà, j'enverrai la presse à Jérôme et vous pourrez. En fait, Tu on peux. a un groupe WhatsApp qui a été fait pour tous les gens qui ont assisté au sommet et sur lequel, dans le fond, on peut mettre cette présentation. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à cette présentation facilement. Je remets le lien tout de suite là dans le chat. Parfait, Hop. merci. Et, euh, et oui, moi je voulais te remercier Lucas pour ça parce que moi c'est pas non plus un sujet voilà qui est au cœur de ma spécialité, mais j'ai trouvé qu'il y avait plein d'exemples très très concrets. Et ça, moi j'ai Ouais, beaucoup apprécié parce que ça permet justement de suivre et d'avoir. Moi j'aime bien le côté ouais. très pragmatique et j'ai trouvé ça super. Donc merci pour ça. Bah, super, Et super, aussi, super. justement, par rapport au groupe WhatsApp, Lucas, si jamais tu veux t'inscrire, ben justement, tous les gens qui ont des questions et tout peuvent t'en poser en direct, là, et puis ainsi de Ok. suite. Ça peut vous permettre Euh, de continuer la discussion, là, Bien Bah ouais, sûr. ouais, avec plaisir. en one-on-one ou quoi que ce soit, là. Donc, si jamais tu étais partant pour ça, ben écoute, tout le monde peut y trouver son compte. Ouais, mais juste, je vois pas le lien, moi, dans le chat. J'arrive, pardon. Ah, ok, On ok. va le remettre. Ok. C'est que j'avais pas ouvert D'ailleurs, mon anti-sèche encore. Hop, voilà, ça y est. j'en profite d'ailleurs pour poser une question, mais qui je pense peut intéresser, c'est ce groupe WhatsApp. Est-ce qu'il va rester ouvert? Si oui, combien de temps? Je pense que ça peut intéresser aussi nos intervenants et nos participants.
Ah ben on va le laisser ouvert, ça c'est sûr. Alors peut-être pas à vie, je sais pas, on n'a pas encore tranché là-dessus, mais l'idée c'est qu'il reste au moins, j'allais dire un mois après, jusqu'à Noël, quoi. Voilà, ouvert. Après on verra s'il continue à y avoir de l'activité dessus ou pas. Souvent ça tombe un peu après en oubli. On a tous plein de groupes WhatsApp sur nos téléphones, donc voilà. Sauf si on trouve un moyen, et c'est peut-être là qu'on va réfléchir à trouver un moyen de continuer à vous envoyer de la valeur sur ce groupe WhatsApp. Ça peut être une idée, mais voilà, faut qu'on prenne le temps de digérer aussi tout ce sommet et de re-brainstormer quand nos cerveaux seront à nouveau disponibles. Là, tout de suite, autant vous dire qu'ils sont pas super disponibles. Ah ben là, écoute, ça dépend. Là. Il y a déjà plein de notes qui sont prises pour l'an prochain. Là. Il y a déjà une bonne partie du plan de match qui est fait. Là. Mais bon, ça Et c'est. moi, je m'occupe du replay. Non, non, Oui, mais je alors disais que bon. nos cerveaux tout de suite sont un petit peu, tu vois, Oui, c'est ça. embrumés. Oui, alors j'en profite, là, justement, vu que Pascal dit ça. Pas besoin de m'écrire pour l'instant. Les replays vont être disponibles d'ici le milieu de la fin, le milieu de la fin. Ça commence bien. D'ici La le semaine milieu de la prochaine. semaine prochaine, on va vous informer. Vous allez recevoir un courriel quand ça va être prêt. C'est normal que vous ne les ayez pas tout de suite. On est actuellement 12 heures par jour avec vous ici, donc on ne peut pas tout faire en même temps, malheureusement. Je n'ai pas encore réussi à me cloner et Pascal non plus. Et puis, je pense que c'est pareil pour tous les autres. Donc, on va y aller une chose à la fois, mais on fait le plus vite possible parce que j'ai très bien compris que vous avez très hâte d'avoir accès à ces vidéos-là. Donc voilà, Oui, puis moi aussi, Super. parce que mercredi soir, j'étais pas là, donc j'en ai loupé et j'ai très envie de les voir aussi. adresse-toi à Et, Pascal. et on est très, très content d'ailleurs que ça suscite autant de demandes parce que ça veut dire que les gens sont conscients que, il y avait beaucoup, beaucoup de valeurs et veulent les revoir. Donc, Bah c'est ça, parce que là, je vois bien encore dans le chat, on en a plein hein, qui sont là depuis un moment, qui reviennent régulièrement dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont un trou dans l'emploi du temps ou qu'ils ont dégagé carrément du temps dans leur emploi du temps pour ça. Et moi, je suis comme vous, je suis hyper frustrée de ne pas avoir vu, je crois que j'ai raté 3 interventions mercredi, parce que ben, elles sont toutes géniales. Donc je me dis, il n'y a aucune raison que ces trois-là soient pas géniales aussi. Donc, en fait, j'ai super envie de les voir. Mais Oui, et bon, même, je vous dirais, même moi qui ai assisté à pas mal tout, j'ai même pris des notes sur beaucoup. Et un soir cette semaine, je me suis retrouvé à regarder un enregistrement en fait juste vouloir vérifier quelque chose. Finalement, j'ai réécouté 45% là, dans le fond de l'interview parce que j'avais plein de trous dans mes notes, il me manquait des choses. Ah oui, il y a ça qui était intéressant et puis ainsi de suite. Donc, même moi qui ai 20 ans d'expérience en marketing, qui ai déjà écouté la conférence, reprendre des notes, le cerveau ne retient pas l'information. non. Même en prenant des notes, on reprend une certaine partie. Donc, le fait d'y revenir, vous allez pouvoir, dans le fond, augmenter l'impact de toute la connaissance que vous avez eue sur ces enregistrements, parce qu'il y a énormément de contenu. Chaque présentation, on a demandé, dans le fond, à chaque intervenant de ne pas faire une petite présentation bateau qui est quelque chose pour proposer leur service et puis ainsi de suite, puis se mettre en avant. On leur a demandé de vous préparer quelque chose de concret, une formation qui vous explique des choses, qui vous apprend des choses. Et Donc, ils ont super bien joué le jeu, hein. Je dois dire, ils exact, ont c'est été ça. tous très, très généreux par rapport à ça. Ça met la pression à Amélie, là, qui est en train de se préparer. Ah, ben écoutez, Amélie, là, si on cherche quelqu'un qui se prépare à l'avance et puis qui m'a fourni l'information à l'avance, Amélie émérite un A+, là, c'est une des rares là, qui est aussi structurée que ça, je vous dirais. Tous les autres ont des leçons à prendre ou à peu près. Là. Donc, Moi, la première. Lucas, allez, si tu veux bien mettre la par présentation, commentaire. parce qu'elle est déjà réclamée Ah oui, très fort pardon, non, mais c'est pas la minute près, hein, mais c'est pour dire d'y je vais la penser, parce mettre. que Ouais, il il faut y que a je la déjà prépare. Caroline qui la réclame dans dans le WhatsApp, parce qu'elle sait que ça a de la valeur et qu'elle veut aussi reprendre ses notes. Et je te rejoins, Jérôme, parce que moi, on a tous des façons d'apprendre différentes. Et moi, j'aime bien, parce que c'est vraiment très pratico-pratique, hein, tout le monde a donné des exemples hyper concrets.
Et moi, j'aime bien avoir la présentation, mais pouvoir gratouiller en même temps, pouvoir faire en même temps. Et c'est vrai que là, pendant le sommet, ben, vu que il faut gérer le chat, il faut gérer le WhatsApp, les entrées, Oui, il etc., y je a peux pas beaucoup de faire ça. trous dans mes notes, là, moi aussi, là. Et de pouvoir avoir la formation en replay et en même temps de se dire, OK, je vais aller voir, on me parle d'un outil, comment ça marche, de pouvoir faire pause, gratouiller de mon côté, revenir. Voilà, ça rend les choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus pragmatiques. Et voilà, moi, c'est ma façon d'implémenter. Donc c'est vrai que le replay, c'est génial aussi. Je vous ai remis aussi, hein, comme d'hab, si vous l'avez pas déjà fait, mais pour avoir accès à tous les replays dès la semaine prochaine, le, euh, le lien vers l'accès pour monter en formule VIP si vous ne l'êtes pas, on est à 40 € pour avoir les 60 heures de replay, hein, 60 heures de formation, de vraie formation avec des outils implémentables. Donc voilà, aucune Super. raison d'hésiter. Et j'insiste sur ce point-là. Euh, Même ce qu'on a essayé de faire avec le sommet, et comme disait Audrey, tout le monde a vraiment joué le jeu de façon incroyable, de donner de la valeur, de faire que ce soit une vraie formation qui soit pertinente. Alors, si ça reste une autre formation de plus à votre Ouais, parcours, ça ne sert pas à grand-chose concrètement parlant. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous soyez capable d'intégrer dans votre entreprise peut-être le contenu de deux, trois ou quatre formations. Mais si vous prenez juste le contenu, disons, des quatre formations qui vous ont le plus parlé et que vous êtes capable d'intégrer un ou deux petits points, votre entreprise peut changer du tout au tout pour 2025. Et c'est ça qu'on aimerait avoir comme résultat. Donc, moi, je vous invite à revenir sur ce contenu-là, à l'intégrer. Posez-nous des questions. On va y répondre à vos questions au niveau du chat. On est disponible. Profitez, dans le fond, de toutes les connaissances des intervenants, de moi-même, de Audrey, de Pascal, de tout le monde. Je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde. On veut tous jouer le jeu pour vous donner un maximum de valeur puis vous accompagner dans le développement de votre entreprise. et c'est effectivement pour ça aussi, hein, qu'on va laisser le groupe WhatsApp, la communauté ouverte jusqu'à la fin de l'année, parce que il y aura certainement des questions qui vont revenir au fur et à mesure quand les gens vont commencer à implémenter. Dites-nous d'ailleurs ce que vous implémentez, ça nous fera super plaisir de savoir que c'est utile, que c'est pas juste, comme dit Jérôme, une formation de plus là qui sert à rien. Moi, je suis comme toi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que vous passiez à l'action. Et puis d'avoir oui vos retours sur ce que vous implémentez. Puis si vous avez des questions, s'il y a des trucs, vous dites oh là là mais ça j'ai pas compris, puis j'ai pas pu poser la question en direct. Voilà, ce groupe WhatsApp il sert à ça, à entretenir en fait la conversation et encore une fois vous aider à implémenter, à passer à l'action, à mettre du concret dans vos business. Oui, puis je vois un petit message de Virginie là, dans le chat qui dit qu'elle a déjà commencé à créer son premier tunnel de vente. Donc, félicitations, c'est exactement ça. Si ça donne du résultat comme ça, c'est génial. C'est exactement ce qu'on veut. Et Donc, Pascal vient Et de lui donc, offrir un cadeau en plus. ah, bon, voilà, oh, cool. Virginie, tu prends rendez-vous chez Todit et ton tunnel pour que tu t'améliores encore plus Ah, et qu'on ah, vérifie que tout est génial. OK. Ça, C'est c'est top, génial, hein, c'est parce que quand génial. on fait le Génial. premier, il y a plein de trucs à améliorer. Et si on a les tips dès le départ, bah après, on peut répliquer sur les suivants et continuer à s'améliorer. Donc, ouais, mais je sais que Virginie est passée à l'action, donc elle va y aller là. Bon, N'hésite pas parfait. parce que Merci c'est un beaucoup, vrai plaisir Lucas. pour moi. Ouais, ben merci Merci à vous. Lucas. Moi, je dois Oui, filer, en plus, j'ai un merci. rendez-vous. Ça C'était marche, on très ne me cool. dérange Et pas puis, plus. Merci beaucoup de je vais tout essayer de ça. passer ce soir, mais je promets rien. Ok. C'est trop Ça tard. marche, c'est Peut-être je bon. dormirai déjà, mais voilà. Eh ben, nous, Bonne on journée à sera là en tous. tout cas. Merci beaucoup. Ouais, ça marche et Merci bon courage. beaucoup.